Bonjour à tous. Donc, codons notre infrastructure. Nous allons voir comment, pourquoi et quels sont les avantages de coder son infrastructure. Donc, je vais vite me présenter. Donc, je m'appelle Oswald de Rimaker. Je suis CEO, co-founder de la société Continuous SA et nous sommes spécialisés dans l'Agile Delivery et éditeurs de la plateforme de service Continuous PHP. Je suis un agiliste et architecte cloud. Donc, pour mettre le contexte, les organisations qui ont mis en place une culture agile ont pu voir leur équipe de développement mieux collaborer, mettre en place un processus d'amélioration continue. Ces équipes ont toutes les compétences, ils ne travaillent pas pour mener à bien un projet, ils ne travaillent pas en silo. Ils utilisent des frameworks de test et ont mis en place des systèmes d'intégration continue. Il y a aussi une amélioration au niveau de la gestion de produits, donc développement itératif, découpage en fonctionnalités, maximisation de la valeur, approche MVP, Lean Startup. Donc, bien que ces organisations soient améliorées par l'utilisation des principes et des pratiques agiles et parviennent à développer mieux et plus vite, les fonctionnalités développées sont souvent encore testées et validées après une ou plusieurs itérations lors de la cérémonie de la mise en production. Donc ces organisations n'ont pas encore de stratégie de déploiement, qu'elle soit en continu, en bêta perpétuelle, ou de livraison continue sur des environnements de test pour la validation par le product owner ou l'équipe de qualité assurance. Donc c'est là que les organisations se tournent vers la culture DevOps, qui sont en fait les principes et les pratiques de l'agilité dans lesquels on a rajouté l'opération, et qui se basent sur trois piliers principaux. Donc il y a l'infrastructure as code, la livraison, le déploiement continu, et la culture de la coopération, l'agilité. Donc ça va permettre d'améliorer le processus pour travailler, tester, valider, déployer plus rapidement et monitorer aussi plus efficacement. Infrastructure as code. Donc qui code déjà son infrastructure? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok, super. Donc l'infrastructure as code, c'est garantir un processus répétable et fiable sans intervention humaine qui est facteur d'erreur, qui va permettre de coder les ressources des machines de l'infrastructure, coder et versionner cette infrastructure, tester les ressources et l'infrastructure et reconstruire les machines et l'infrastructure à la demande. Chaque organisation est différente. Mon infrastructure est différente de votre infrastructure et de leur infrastructure. Chaque organisation a plusieurs environnements qui reflètent le workflow de ces organisations. En général, mais pas toujours, développement, testing, staging et production. Chaque composant, machine d'une infrastructure, ont un rôle. Load balancer, serveur d'application, serveur d'index, serveur de base de données. Chaque rôle a une ou plusieurs ressources, et ces ressources représentent une partie du système et sa configuration. Quel package doit être installé, un service qui doit être démarré, le fichier de configuration qui doit être généré. Donc, maintenir une infrastructure, c'est complexe. Elle vit, elle évolue. On ajoute des ressources, on fait des mises à jour de ces ressources, on fait des patchs de sécurité, on doit changer, mettre à jour un operating system. Et à l'heure du cloud, on ne peut plus aller sur chaque machine faire la mise à jour. Le paradigme a changé, les machines dans le cloud vont tomber et elles vont augmenter ou diminuer automatiquement leur capacité en fonction des pics et baisses de la demande. Donc il faut travailler autrement. Donc on a différents outils pour répondre à cette problématique. Nous avons Chef, Puppet, Ansible et Salt. Donc chaque outil a ses avantages et ses inconvénients. Son utilisation dépendra vraiment du contexte. Pour cette présentation, j'ai utilisé Chef. Donc Chef est un outil open source qui permet justement de faire la gestion de l'automatisation de systèmes et d'infrastructures. Chef est basé sur du Ruby. Chef représente les serveurs de notre infrastructure comme des nodes. Ces nodes, ils peuvent être des serveurs physiques,
des serveurs virtuels, des instances dans le cloud. Et chaque node appartient à une organisation, un environnement et à un ou plusieurs rôles. Chef est un modèle client-serveur, donc un node va démarrer un chef client qui va communiquer avec le chef serveur, lui demander les ressources dont il doit installer et configurer. Chef n'est pas qu'un modèle client-serveur, on peut utiliser Chef Solo, Chef Zero en mode standalone, que nous verrons plus tard. Donc, ces ressources, elles sont transmises via des cookbooks qui contiennent les artefacts de nos ressources. Si nous regardons la structure d'un cookbook, nous avons les attributs, qui sont les états des ressources. Nous avons les recipes, les recettes, qui vont faire l'installation, la configuration de ces ressources et qui vont utiliser les attributs pour définir les états des ressources. Les templates de configuration, qui eux aussi utilisent les attributs et des paramètres qui sont définis dans les recettes, et des fichiers de configuration qu'on va vouloir copier ou des scripts qu'on va vouloir exécuter. Donc nous en arrivons au premier concept, c'est l'approvisionnement, le provisioning. Et là, nous allons faire l'approvisionnement des ressources de nos différents rôles de notre infrastructure. Donc, par exemple, nous avons un node base de données qui va lancer le chef client, qui va dire à chef serveur « Hey, je suis du rôle base de données et mon environnement est développement ». Et le chef serveur va lui transmettre les cookbooks nécessaires pour qu'il se configure et s'installe. Prenons un exemple d'infrastructure, serveur web Apache 2.4, PHP 5.5, serveur de base de données MySQL et serveur d'index Solar. Nous allons d'abord faire une recherche sur la communauté Chef pour voir s'il n'y a pas des cookbooks qui existent déjà et qu'on peut réutiliser. Donc là, j'ai fait une recherche sur Apache 2 et nous allons faire analyser ce cookbook. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il supporte plusieurs plateformes, donc Debian, Ubuntu, CentOS, Amazon Linux, Fedora. Il supporte plusieurs versions d'Apache, 2.2, 2.4, ce qui est très intéressant. Et il a toute une série d'attributs que l'on va pouvoir remplacer pour configurer notre Apache comme nous le souhaitons. Donc, regardons encore un peu plus en détail au niveau des fichiers de configuration du cookbook. Nous avons le fichier metadata qui contient donc toutes les informations concernant le cookbook avec son nom, qui le maintient, le type de licence, sa description, quelle version, très important, quelle plateforme il supporte et les dépendances. Donc ici, au niveau de notre cookbook Apache 2, il a deux dépendances, c'est iptables et locrotate. Nous avons les fichiers d'attributs. Ici, nous trouvons les attributs par défaut du cookbook Apache 2 que l'on va pouvoir remplacer dans nos cookbooks. Par exemple, on voit le serveur token qui est en production. On pourrait le définir, le remplacer par un Apache default Apache server token égale développement pour notre environnement de développement. Les recettes, donc, ce sont les fichiers qui vont faire l'installation et la configuration de nos ressources. Ici, on va utiliser le npm prefork qui nous permettra de configurer Apache en mode prefork et la recette mode PHP 5 qui nous permettra d'activer et configurer le module PHP 5. Nous avons le fichier template. Nous avons des fichiers de template. Ici, c'est un fichier qui va configurer le virtual host et qui utilise les attributs par défaut du cookbook. Donc nous avons node apache docrootdir qui va utiliser le docrootdir défini par défaut dans les attributs. Et puis nous avons les fichiers. Ces fichiers, ça peut être donc des fichiers de configuration ou des scripts. Ici, c'est un script Perl qui va générer la configuration des modules Apache 2. Donc voilà, maintenant nous allons coder notre cookbook. Nous allons créer l'approvisionnement des nodes des différents rôles de notre infrastructure. Et nous allons commencer par notre serveur web. Donc nous allons définir un rôle serveur web en environnement de production qui va utiliser les cookbooks
Apache 2. Et vu que iptables et logrotate sont des dépendances, on aura ces deux cookbooks qui vont être inclus automatiquement. Pour ça, on va installer le Chef Development Kit, qui installe tous les outils pour créer et gérer nos cookbooks. Nous avons Bergshelf, qui est un gestionnaire de dépendances. Knife, qui est un outil qui fait l'interface entre le repository local et le Chef Server. Chef Spec, qui sont les tests unitaires de Chef. Test Kitchen, qui est un outil d'intégration continue. Server Spec, qui sont les tests fonctionnels. Donc là, on vérifie est-ce que le fichier a été bien modifié, est-ce que le service tourne. Et Food Critic, qui est un outil Lint que je recommande particulièrement parce qu'il permet de s'assurer du code styling et des bonnes pratiques de l'écriture de cookbook. Donc là, nous allons créer notre cookbook avec la commande Knife. Knife cookbook create monorg-webserver. Il va créer la structure de notre cookbook et c'est là qu'on va retrouver notre fichier metadata, notre répertoire avec les attributs, notre répertoire de recettes, de templates et les fichiers. Donc nous allons maintenant ajouter la dépendance, nous allons ouvrir le fichier metadata et nous allons rajouter notre dépendance Apache 2, depends Apache 2, et en général on rajoute la version pour être sûr qu'on freeze la version. Nous allons initialiser notre projet avec Bergshelf, avec un Bergsinit qui va nous créer une série de fichiers qui sont nécessaires pour la gestion des dépendances, l'utilisation de Test Kitchen pour faire les tests fonctionnels, et d'autres fichiers comme Gitignore, Chefignore, etc. Nous allons utiliser Bergsinstall pour installer les dépendances. Donc ici, il va télécharger automatiquement le cookbook Apache 2, iptables et logrotate, et prend mon cookbook depuis la source, puisque nous utilisons Bergs qui télécharge localement les cookbooks. Nous allons éditer notre fichier d'attributs et nous allons ajouter les attributs que nous allons utiliser pour configurer notre virtual host et définir l'utilisation du mode prefork pour l'attribut npm pour configurer Apache. Donc nous avons ici mon app, server name, c'est mon app.exemple.com. Ça, c'est l'attribut par défaut de notre cookbook web server en production. Et nous avons comme docroot var www mon app public. Après, nous écrivons notre recette qui va utiliser les attributs précédemment écrits dans notre fichier d'attributs, ici. Nous allons inclure les recettes du cookbook Apache 2 mode PHP 5. Et nous allons utiliser la directive web app qui est documentée dans le cookbook Apache 2 pour configurer notre virtual host avec les attributs de remplacement. Donc, nous avons codé notre cookbook web server. Il faut maintenant le tester. Donc, nous allons utiliser Test Kitchen que nous avons configuré avec le driver Docker pour des images Ubuntu et CentOS. Donc, on peut tester sur plusieurs environnements, plusieurs operating systems et définir plusieurs instances de test avec Test Kitchen. Et dans ces instances, nous allons faire un provisionnement avec notre cookbook que nous sommes en train d'écrire, mon org web server, et lancer nos tests. Donc nous allons lancer nos tests avec Kitchen Verify Ubuntu 14.04, qui va démarrer un conteneur Docker, qui va utiliser une image Ubuntu de base, puis il va lancer le chef solo, qui va installer notre cookbook, installer toutes les ressources et la configuration nécessaire, et va lancer les serveurs spec qui vont vérifier que notre service Apache 2 est bien activé et que le service tourne correctement. Donc là, on a vraiment instancié une instance, on l'a configurée, on a installé toutes les ressources et on vérifie est-ce que le fichier, est-ce que le service fonctionne correctement. Donc il y a un autre type de test dont je n'ai pas parlé, c'est les Chef Spec, ce sont les tests unitaires de Chef que je recommande vivement car ils permettent rapidement de voir s'il y a eu des problèmes de régression lorsqu'on modifie des cookbooks.
Donc ils sont beaucoup plus rapides et doivent être lancés avant de lancer les serveurs spec, qui prennent bien sûr beaucoup plus de temps parce qu'il faut les instancier, etc. Donc maintenant que nous avons codé, nous avons testé notre cookbook pour l'installation de notre serveur web en production, nous pouvons le versionner. Nous allons faire un git add, git commit, git push et l'uploader sur notre serveur Chef avec la commande knife cookbook upload. Nous répétons l'exercice pour le rôle de la base de données et d'index. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Imaginons que nous l'avons fait. Et maintenant, nous allons approvisionner notre sandbox dans l'environnement de développement. Donc, nous avons notre rôle sandbox, environnement de développement. Nous allons utiliser les cookbooks que nous avons créés pour notre infrastructure, mon org web server, mon org index, mon org database. Et nous allons aussi ajouter des outils nécessaires pour faciliter le travail des développeurs, comme Composer, Node.js. Donc au niveau des dépendances, nous allons avoir mon org web server, mon org index, mon org database, Composer et Node.js. On recommence, on va recréer notre cookbook. Knife cookbook create mon org sandbox, qui recrée la structure pour pouvoir travailler dans notre cookbook. Nous allons éditer le fichier metadata, où nous allons ajouter les dépendances. Donc, nous ajoutons nos dépendances mon org web server, et nous ajoutons mon org database, mon org index, Node.js et Composer. Nous allons de nouveau télécharger les dépendances avec un Berks install. Ici, il y a beaucoup plus de dépendances, puisqu'on a beaucoup plus de cookbooks et de dépendances. Nous allons écrire les recettes. Donc ici, nous allons inclure les recettes des cookbooks précédemment créés, la recette par défaut de mon org web server, et les recettes de notre cookbook actuel, mon org sandbox, pour la configuration et l'installation de MySQL, Solar, Composer et Node.js. Maintenant, nous allons, au niveau des attributs, nous allons définir les attributs que nous voulons utiliser pour notre environnement de sandbox. Donc, et remplacer ceux par lesquels on veut changer l'état de nos ressources pour notre environnement de sandbox. Donc, par exemple, nous avons mon app server name. Là, on l'a remplacé par mon app-dev.exemple.com. Nous avons remplacé l'attribut mon app docroot par /vagrant. Et aussi, on a configuré le cookbook Composer pour qu'il soit installé globalement sur le système. Pour tous les attributs non remplacés, donc qui ne sont pas dans ce fichier, ce seront les attributs par défaut des dépendances qui seront utilisées. Donc de nouveau, nous avons testé que tout fonctionne correctement. Nous avons testé est-ce que Node.js est bien installé, est-ce que Composer fonctionne correctement. Les tests ont passé, nous pouvons maintenant committer, pusher et uploader notre cookbook pour le mettre sur le chef serveur. Donc, un petit résumé sur l'approvisionnement. Donc, nous avons créé des cookbooks pour chaque rôle de notre infrastructure. Nous avons créé un cookbook pour notre environnement de développement qui utilise les cookbooks de notre infrastructure. Et donc, nous pouvons maintenant reproduire de façon fiable l'approvisionnement des rôles de notre infrastructure. Elles sont codées, versionnées, testées et déployées. Donc maintenant, nous allons créer notre environnement. Nous allons utiliser ces cookbooks pour créer les environnements, pour les utiliser. Nous allons créer notre environnement, notre sandbox de développement. Et pour ça, nous allons utiliser Vagrant. Vagrant permet de créer et configurer des environnements de développement légers, reproductibles et portables. Il y a plusieurs providers, drivers. On peut utiliser VirtualBox, Docker ou des instances EC2. Et il a plusieurs moyens d'approvisionnement avec différents clients, le Chef client, Docker ou un Puppet Agent. Donc, on a un fichier Vagrant File qu'on distribue avec le code de notre application pour que chaque développeur puisse rapidement démarrer un environnement de développement. Donc la fonction principale de ce fichier Vagrant File, c'est de décrire le type de machine qu'on veut utiliser pour notre projet
et comment est configurée et approvisionner cette machine. Donc les développeurs vont pouvoir démarrer leur environnement en tapant un Vagrant Up qui va lancer un chef client, qui va provisionner en utilisant sur le provider qu'on a choisi, que ce soit VirtualBox, Docker ou autre. Donc, et il pourra bien sûr mettre son environnement à jour avec un Vagrant Provision ou gérer son environnement Vagrant avec les différentes commandes de Vagrant. Donc c'est très pratique, mais bien sûr il faut avoir fait coder son approvisionnement. Donc là on arrive à un deuxième concept, c'est l'infrastructure immuable. C'est une stratégie pour la gestion des services dans laquelle l'infrastructure est divisée en données et tout le reste. Tout le reste est remplacé à chaque déploiement, de façon à faire un déploiement atomique. Donc les modifications apportées représentent une version définie en bloc. On ne fait plus de mise à jour. Donc on remplace en bloc le tout. Les avantages sont donc économie de temps lors de l'approvisionnement, pas de téléchargement, pas de compilation. S'il y a un problème réseau, on n'aura pas de problème. Au lieu de maintenir un serveur, on le remplace par un nouveau. Ils sont préconstruits en images statiques et ils sont testés, puisqu'on a testé nos cookbooks. On peut faire un retour aisé à une version précédente. Et, les inconvénients, par contre, c'est si on a des déploiements de petits changements, la création d'images peut prendre du temps, et tout dépend bien sûr du type d'image que l'on va créer. Et par exemple, si on utilise Docker, avec le layer FS, ça va être beaucoup plus facile que si on veut créer une nouvelle image dans le cloud. Et bien sûr, l'inconvénient aussi, c'est la gestion des données, mais ça, c'est dans tous les cas, on doit gérer ce problème. Donc, pour créer cette infrastructure immuable, on va utiliser Packer. C'est un outil de création d'images de machines identiques pour plusieurs plateformes à partir d'une création d'un fichier de configuration unique. Il a plusieurs builders, donc on peut builder sur Amazon, Microsoft Azure, DigitalOcean, des Docker et Google Compute Engine. Plusieurs provisionneurs, on va pouvoir provisionner ces builders avec des shell scripts, des clients Chef, Ansible, Puppet, Salt. Et on a des post-processors. Donc là, par exemple, si on a buildé un environnement Docker avec un provisionneur Chef client, une fois que le Docker, le container est complètement provisionné, on va pouvoir utiliser Docker Push pour pusher le Docker sur un Docker Hub. Donc c'est un fichier de config JSON. Première partie, le builder. Ici, c'est un builder Amazon. Et puis, l'autre partie, c'est le provisionneur, avec deux types ici. On a un shell qui va faire un apt get update et un chef solo, où là, on va provisionner notre cookbook Monarch Web Server. Donc, pour packer notre image, on va utiliser Packer build Packer JSON, qui va lancer une instance dans le cloud, qui va lancer le chef solo, installer les ressources de notre cookbook, et à la fin, on a une EMI, une Amazon Machine Image, qui est disponible maintenant pour créer notre infrastructure. Donc, répétons l'exercice pour notre rôle index. Et maintenant, nous allons créer notre environnement de production et de staging. Pour ça, donc, on va utiliser AWS CloudFormation. Donc, c'est une manière simple de créer et gérer un regroupement de ressources AWS. CloudFormation s'occupe de tout ce qui est dépendance. Une fois que ces ressources ont été déployées, on peut les modifier et les mettre à jour. Et CloudFormation prend en charge la plupart des services de Amazon. Donc on peut faire de l'autoscaling, des load balancers, des VPC, à peu près tous les services. Donc regardons un petit peu notre infrastructure. Donc là, on va faire un VPC, un Virtual Private Cloud ou un réseau privé dans le cloud. Nous avons un subnet public avec un load balancer, un autoscale de serveur web. Nous avons aussi un subnet privé
avec un autoscale de serveurs d'index, une base de données RDS et des read replicas. Toute cette infrastructure, on va l'écrire sous forme d'un ou de plusieurs fichiers JSON. Ça donne pas super bien. Donc, maintenant, on va regarder la structure de ce fichier JSON. Donc, nous avons en premier lieu les paramètres. Donc, c'est les attributs de nos cookbooks. Mais là, c'est les paramètres de notre CloudFormation, où on va définir quel type d'environnement on veut utiliser, le nombre de serveurs qu'on veut démarrer dans notre autoscale au démarrage, le minimum, le maximum, le desired, l'email, l'adresse qu'on veut utiliser pour tout ce qui est notification, et d'autres informations comme les subnets, etc. Conditions. Donc là, on va définir des conditions justement pour l'utilisation des différents types d'environnements qu'on va utiliser. Ces conditions, on va pouvoir agir sur les ressources que l'on va créer sur base de ces conditions. Mapping, c'est là que nous allons utiliser l'image statique que l'on a créée avec Packer. Et donc là, le mapping, on va définir que cette image, voilà l'image ID sur la région. Donc, sur base des différentes régions, on aura différentes images ID. Après, donc, nous avons les ressources. Donc là, c'est la création de la ressource load balancer, autoscale, le launch config, qui vont utiliser les paramètres qu'on a définis dans notre CloudFormation, ainsi que les conditions. Et le dernier, c'est l'output. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, très important de les utiliser. En fait, c'est tous les ID qui ont été générés lors de la création des ressources. Donc on a des ID dans le cloud, Amazon, et là, on aura vraiment tous les ID de toutes ces ressources. Et on va pouvoir les utiliser et les réinjecter dans un autre CloudFormation. Donc, tout est documenté sur le site d'AWS. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque ressource, mais c'est vraiment très bien documenté. Donc maintenant, nous allons créer notre pile web server, notre stack. Donc on va aller sur la console AWS, au service CloudFormation. Nous allons créer notre stack, uploader notre fichier JSON. Il va identifier qu'il y a des paramètres. Donc là, il va nous demander de lui fournir ces paramètres. Nous allons choisir l'environnement de production, définir l'adresse email qu'on veut utiliser pour envoyer les notifications, quels sont les subnets, le nombre de serveurs qu'on veut démarrer dans notre autoscale. Et nous allons créer notre pile. Donc là, le CloudFormation va lancer toutes les ressources, la création de toutes ces ressources. Il gère les dépendances et si tout se passe correctement, à la fin, nous aurons un statut Create Complete avec notre stack créé. Et dans la table Outputs, nous aurons tous les ID des ressources qui ont été créées. Donc maintenant, nous pouvons aller dans la console au niveau EC2. Nous voyons bien que nous avons nos 2 serveurs en production qui tournent. Nous avons le LB, l'autoscale, etc. Donc ici, j'ai utilisé la console, mais bien sûr, on peut utiliser l'API de AWS ou l'AWS CLI pour automatiser tout ça. Donc en résumé, au niveau de l'infrastructure, nous avons fait l'approvisionnement de nos machines. Nous avons fait, qui ont été testées. Nous avons une infrastructure immuable, nous avons créé des images statiques. Nous avons utilisé ces images dans notre CloudFormation. Nous avons des paramètres d'environnement dans notre CloudFormation pour définir l'environnement dans lequel nous voulons travailler. Et donc, nous pouvons utiliser nos artefacts pour construire nos différents environnements et faire l'orchestration de notre infrastructure. Donc, nous allons commencer par l'environnement de développement, notre Vagrant. Nos développeurs ont différentes branches de développement, Feature Branch, Develop, Revision Branch. Donc quand ils vont pusher leur développement, ça va être envoyé sur un environnement d'intégration continue, de déploiement continu qui va préparer, tester et packager le code.
de façon parallélisée avec idéalement un environnement plateforme de service, je ne citerai pas de nom, et qui va déployer sur des environnements testing, staging et production. Donc au niveau déploiement, Frédéric va faire une présentation cet après-midi, je crois vers 3h, qui va parler justement de tout le workflow, du développement jusqu'aux différents environnements de production. Donc voilà, la présentation est finie. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui, merci. J'ai une petite question à propos des instances. Est-ce que c'est possible de lancer des instances sur plusieurs régions ? De lancer plusieurs instances sur plusieurs régions. On va créer plusieurs Vous avez dit qu'il y avait une image par région, en fait. En fait, on va créer des images sur les différentes régions. Et puis, on va créer un stack, un CloudFormation, sur chaque région. Et qui vont utiliser les images qui ont été générées sur ces régions. Mais on ne peut pas utiliser un CloudFormation pour créer... Un CloudFormation est lié à une région. D'accord. Donc, si on veut l'avoir sur plusieurs régions, on va devoir créer ce CloudFormation sur les différentes régions. D'accord, mais la base de données sera quand même commune aux différentes régions ou... Alors là, on peut avoir une base de données qui est... non, ce sera disponible sur la région. Avoir une base de données sur plusieurs régions, ça risque d'être plus compliqué puisqu'il y a la latence entre les différentes régions. Pour la réplication, oui, tout à fait. Du coup, on peut avoir des read réplicas sur différentes régions. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Donc moi j'avais une question par rapport à l'orchestration en fait. Simplement, là tu as expliqué comment on pouvait créer un environnement à la volée. Oui. Est-ce qu'on peut... donc j'imagine que je voudrais en fait que tu expliques comment on peut faire une migration par exemple de production. Si maintenant par exemple je vais passer à page 2.2 à page 2.4, quelles seront les étapes, etc. Donc je vais modifier mon cookbook. En fait, ce que je vais faire, c'est un attribut que je vais utiliser pour définir la version que je veux utiliser. En fait, la première chose à faire, c'est aller regarder tous les attributs disponibles dans le cookbook qu'on va utiliser. Donc là, on va utiliser la page 2, on va éditer le fichier d'attributs. On va voir qu'il y a tous les attributs disponibles, on va voir qu'il y a un attribut version. On va le reprendre, on va aller le mettre dans notre cookbook et on va changer sa version. On va provisionner, lancer un test kitchen. On va déjà lancer un chef spec, il va voir qu'il y aura certainement un problème parce qu'il y a un attribut qui a été changé. Donc il faudra faire certainement une modification au niveau d'une recette. Ça dépend un petit peu. Et puis on va lancer nos serveurs spec qui vont lancer les tests et s'assurer à la fin qu'on a bien un Apache qui tourne. Et on peut vérifier avec un test server spec que la version est bien une version 2.4. Une fois que ça c'est fait, on va repacker notre nouvel environnement en utilisant ce nouveau cookbook et on va mettre à jour notre CloudFormation pour dire utilise maintenant cet IMI là qui remplace l'autre. Et si jamais il y a un problème, on peut toujours, vu qu'on n'a pas effacé l'ancienne IMI, se dire je fais un rollback et je passe sur l'ancienne. Donc là, c'est de l'infrastructure immuable, c'est l'infrastructure. On n'a pas parlé de code. Avec Docker, on va pouvoir justement déployer en infrastructure immuable l'infrastructure et le code. D'accord, mais par rapport aussi aux données, peut-être quid des données, comment tu migres les données quand tu passes en production d'une version 2.2 à une 2.4 par exemple? Ça, on peut utiliser différents outils. On a Doctrine ou alors on peut utiliser Things. C'est une des problématiques qu'il faut gérer. D'accord, ça va. C'est bon, je te remercie. Okay. Je crois que ça dépasse amplement le cadre. Frédéric en parlera. Ouais, ça va.
sur l'autre conférence. Ça va, très bien, ça va, merci. OK. Merci Oswald. De rien. J'ai un livre à distribuer. Donc, pour ceux qui ont répondu aux questions. Ça. Donc, je vais donner à... C'est Damien? Damien? Oui. Voilà, merci beaucoup.